à défaut d'être matériel, vous voyez tout de suite où se situe le pouvoir et où se situe le savoir. Au milieu du 19e siècle apparaît évidemment le darwinisme avec le concept de sélection. Les plus aptes sont sélectionnés par la nature pour survivre au détriment des plus faibles. Et il est certain que la logique de classification qui est entreprise à l'époque vise à instituer une hiérarchie des races. Comment passer du monde animal à l'homme? Il faut les fameux chaînons manquants, parce que n'oublions pas qu'on est très gradualiste et que l'évolution ne fait pas de saut, selon la maxime de Leibniz, et que donc il faut trouver tous les intermédiaires, en particulier entre le singe et l'homme. Et comme on n'a pas les fossiles, eh ben on va mettre les nègres. Ce qui permet à la fois de les rabaisser à la condition dans laquelle l'esclavage les avait rabaissés sans culpabiliser, et puis en même temps de justifier la théorie de l'évolution. Il existerait donc, c'est ce qu'on pensait à l'époque, des races qui seraient plus à même à être civilisées ou à assurer le développement de la civilisation chez les autres. Et là, on est vraiment dans une logique de développement d'une politique et d'une idéologie coloniale. Désormais convaincu par les exhibitions et par les scientifiques que le sauvage existe, le public est tout prêt à soutenir la course aux empires coloniaux. S'appuyant sur cet engouement populaire, les grands États européens intègrent progressivement les zoos humains à leur discours colonial. Point d'orgue de cette propagande, les grandes expositions nationales et coloniales qui vont se succéder sans interruption à partir de 1890, à Lyon, Glasgow, Barcelone, Berlin ou encore Genève. Celle qui se tient à Bruxelles en 1897 est l'une des plus emblématiques. Nous sommes exactement sur le site où il y a 105 ans, en 1897, ont été édifiés des villages congolais dans le cadre de l'exposition congolaise de Tervuren. D'une part, il fallait démontrer à l'opinion publique belge que le Congo était rentable. Il ne faut pas oublier qu'il y avait seulement 12 ans qu'avait été créé l'État indépendant du Congo, à l'initiative de Léopold II. Il fallait donc convaincre. Alors, exposition d'objets, exposition de matières premières, exposition de tout ce que le Congo pourrait apporter plus tard, d'abord au monarque lui-même et à la Belgique ensuite, et également montrer qui étaient les populations qui peuplaient cette partie de l'Afrique qu'on ne connaissait absolument pas ici. Si l'on fait venir autant de gens, c'est pour une raison évidemment, une fonction idéologique. Sur les 267 personnes congolaises venues à cette époque, il y en a à peu près la moitié qui sont des soldats, la force publique. Il s'agit de montrer à l'opinion belge et internationale qu'il y a déjà des œuvres accomplies par les Belges. Par ailleurs, il y a qui sont ces habitants de ce pays lointain, etc. Alors deux groupes seront représentés fortement. Ce sont majoritairement des gens du fleuve, ce qu'on appelle les Bangalas, qui représentent à l'époque donc un peuple réputé parfois pour sa cruauté, mais surtout pour son habileté nautique. Les Bangalas qui viendront feront des démonstrations de leur talent de piroguier, mais aussi, le reste du temps, ils seront devant les habitations qui ont été reconstituées pour vaquer à leur vie quotidienne, protégés d'ailleurs du public par un grillage. Il y a aussi ce qu'on appelait les pygmées, des nains, comme on disait à l'époque. À côté de ces gens qui sont vêtus, mais vêtus sommairement, qui incarnent peut-être l'idée qu'on se faisait du sauvage, parallèlement, toujours sur le même site, il y a un village qui est animé par un prêtre belge, l'abbé Van Impe, qui lui a un tout autre projet. Il veut montrer que les Congolais sont adaptables, civilisables, dans le cadre d'un village d'un type différent, qui ne serait pas authentique ou primitif. Il montre des jeunes enfants, garçons et fillettes, qui ont été élevés chrétiennement, qui sont habillés à l'occidental, qui sont des exemples de réussite d'acculturation. On sait seulement, par des récits, que certains d'entre eux étaient malades, le climat avait été absolument infect,
Et donc 7 des Congolais qui sont venus à Tervuren sont morts. Et cela a provoqué, bien entendu, dans la presse, des réactions assez vives. Et cela a sans doute joué dans l'opinion. Les expos coloniales qui suivront, 1910 par exemple, mais n'apportera plus de Congolais à montrer. Sur les grillages donc, qui entouraient ces villages, il y avait, nous disent les journaux de l'époque, des écriteaux qui mentionnaient « défense de donner à manger aux indigènes, ils sont nourris ». Ce qui indique d'une part un comportement typique de ce qu'on appelait le zoo, mais les organisateurs de l'expo, s'ils ont bénéficié de l'immense succès d'attraction, n'avaient sans doute pas en tête cette idée de foire, cette idée foraine qu'on retrouve ailleurs dans des villages commerciaux. Simplement, on est à la jonction de deux mondes, un monde qui fait de l'autre, du sauvage, une curiosité à montrer, et pour gagner de l'argent, bien entendu, et un autre monde qui est un monde officiel, un monde politique, un monde religieux, qui veut convaincre son opinion publique que son action coloniale est légitime et bénéfique. Autre temps fort de cette fin du 19e siècle, les expositions universelles, dont Paris se fait une spécialité. En 1889, sur le Champ de Mars, on a construit la Tour Eiffel pour célébrer le centenaire de la Révolution. Et en 1900, pour entrer dans le siècle, la France et ses colonies invitent le reste du monde à participer à une gigantesque mise en scène du progrès. Parfaitement rodés, les spectacles ethniques d'Algériens, de Dahoméens, de Galibi, de Saint-Galais ou de Peau-Rouge, entre le jardin d'acclimatation, le Champ de Mars et les Folies Bergères, font aussi du Paris de la Belle Époque, celui des zoos humains. Le tournant du siècle est à la fois un tournant majeur des empires coloniaux, c'est un fait, ils sont installés, ils sont en place, mais aussi un tournant majeur dans la lente évolution de ces zoos humains. Ils n'ont plus la même fonction, ils n'ont plus les mêmes objectifs et surtout, ils ne se structurent pas de la même manière au niveau du mental. Les visiteurs d'abord sont habitués par ces zoos humains. Ils tiennent... Avec les magazines illustrés, la carte postale et le film, ici un village à Chantilly tourné par les frères Lumière à Lyon en 1897, l'image devient un instrument de vulgarisation idéal. À peine alphabétisée, une immense majorité d'Occidentaux découvrent des mondes totalement réinventés et scénarisés. Pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, on est passé peu à peu du spécimen à la troupe et maintenant à de véritables villages itinérants avec hommes, femmes, enfants et animaux. Dans les allées du jardin tropical de Nogent, aux lisières du bois de Vincennes, se dégradent lentement les vestiges de l'exposition coloniale de 1907. C'est ici que la perception du sauvage s'est modifiée et qu'il est maintenant devenu un indigène au service de l'empire colonial. Le temps des conquêtes est fini. En grande partie, l'Empire est à ce moment-là constitué. Et se tient tout un discours économique aussi sur la mise en valeur de cet empire. D'où la présence dans la plupart des pavillons qui sont ici, des bois coloniaux par exemple, des plantes tropicales, du riz, du cacao, du café, pour montrer qu'à côté des hommes, qui sont maintenant placés sous l'égide de la France, protectrice, il y a aussi toute une richesse qui va être mise en valeur et exploitée. On a en fait deux types de muséographie présentes sur le même lieu. D'un côté, les bâtiments fabriqués, construits à l'occasion, et de l'autre côté, on a le léger, les huttes, les habitations, les tentes, par exemple, des populations sahariennes.
Et le visiteur passant d'un pavillon à l'autre, passant d'une population à l'autre, doit avoir ce sentiment que d'un côté, la France protège, et ces bâtiments symbolisent cette protection, et que de l'autre, sous ces braves petites huttes, ils ne seront pas protégés. Ce sont les Touaregs pour le Sahara et l'Afrique du Nord, ce sont les Congolais pour l'Afrique noire, ce sont bien sûr les Kanaks pour la Nouvelle-Calédonie, les Hindous pour les comptoirs d'Inde, les populations indo-chinoises et laotiennes pour la partie asiatique. D'une certaine manière, on a un empire en miniature qui est reconstitué en 1907 nos gens. Il n'y a plus l'enclos, il n'y a plus la barrière, il n'y a plus la distanciation qui existait au jardin d'acclimatation ou chez Hagenbeck entre le visiteur et le visité. On nous montre